Bonsoir, bienvenue sur cette libre antenne spéciale vacances, spéciale, on va dire, voilà, un peu décalé, un peu au hasard, mais on l'avait promis qu'on allait reprendre l'antenne comme ça de façon intempestive, et en plus, avec les événements, je vais vous dire, franchement, ça, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, bonjour à tout le monde, grand bonjour à la régie, grand bonjour évidemment au modérateur. Ouais, il est tout seul là pour le coup, connecté à la révolte. Il y en a pas beaucoup. C'est normal, c'est les vacances et les métanautes aussi. Vous êtes pas très nombreux non plus, mais quand même pas mal. Hein, voilà, il y en a qui sont là. Qui sont bien au taquet. En tout cas, voilà, on me dit c'est Tipar, et ouais, c'est Retipar. Bon, il n'y a pas de chat question, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et le chat aussi s'est mis en vacances, tout le monde s'est mis en vacances, c'est comme ça, il fait chaud. Mais bon, les nouvelles sont pas forcément au beau fixe, mais voilà, on est quand même content de reprendre l'antenne. Je pense que c'est un peu aussi indispensable de garder le contact, on va dire, dans ces moments assez troubles que nous vivons en ce moment. Alors pour vous parler un petit peu, de toute façon la soirée elle va continuer avec, tout à l'heure on va parler comment dire, d'OTAN, de la Turquie, avec Alasso qui viendra nous faire une chronique, hein, donc pour expliquer un peu la situation géopolitique internationale, puisque ça bouge beaucoup de ce côté-là. On va avoir un petit déboulcage, hein, ça vaut le coup, hein, de tout à l'heure de l'interview de Ségolène Royal. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah voilà, ce sera le moment de découvrir un petit moment de vérité, moment of truth, comme dirait Gangstar. Et puis après, on va accueillir Werner, rappeur indépendant, et puis freestyle, voilà, entrevue, on va dire en mode détendu du slip, hein, vous connaissez. Voilà, sinon, bah on est bien content aussi, voilà, de reprendre l'antenne dans ces conditions, hein, qui sont un peu difficiles d'un point de vue de la situation du pays, avec les attentats que nous avons connus récemment, encore et encore. Cette fois, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Pour une fois, on est dans une séquence où les médias traditionnels ont relevé un certain nombre d'incohérences, en tout cas entre les versions officielles qui étaient présentées par les autorités et les faits constatés après investigation. Et pour le coup, ça crée une polémique, et oui, voilà, on a vu même Cazeneuve qui dit « je vais ouvrir une enquête à la police des polices pour pouvoir déterminer quels ont été les véritables dysfonctionnements dans cette affaire ». On voit pas mal d'informations qui avaient été lancées, et puis on revient, voilà, on me dit « ça sent le soufre ces derniers jours », c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est un soufre qui est en train de se répartir sur le pays, avec évidemment les conséquences. Alors, il y a toujours ce problème qui s'oppose entre la part de ce qui est manipulable et vers quoi on veut tendre, hein, et puis évidemment la part de ce qui constitue, hein, aussi l'idéologie qui est représentée, et qui est très fortement représentée par tout un tas de courants, hein, voilà. Donc évidemment, voilà, c'est une situation où la France commence à se poser pas mal de questions, des questions aussi sur le lien. Alors le lien que les complotistes, hein, puisqu'on les appelle comme ça, malheureusement, hein, c'est comme ça, donc les complotistes, les fameux complotistes, hein, c'est tellement dénigré par certains, et pourtant, hein, c'est qui avait raison, encore une fois, puisque finalement, ce qui était de l'ordre justement d'une théorie complotiste, comme quoi la France, hein, d'ailleurs, voilà, soutient clairement ces groupes-là. Il y en a qui voudraient nous faire croire le contraire. Hein, ben voilà, hein, comme Rudi Reichstadt, hein, lui, qui vous explique, ah ben non, la France, elle n'a rien à voir. Ah oui, oui, hein, c'est le complotisme qui a gagné évidemment tous ces gens, hein, pour comprendre que, ben voilà, les fameux groupes terroristes qui agissent évidemment en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs, ont été tout simplement soutenus par nos armées, hein, par nos services de renseignement, dans une politique de déstabilisation générale du Moyen-Orient, visant à imposer l'hégémonie américaine totale sur cette partie du monde, quitte à remplacer les régimes en place laïques, pour les amener progressivement
à adopter en fait des régimes musulmans, on va dire monoconfessionnels, hein, puisque on va détruire des pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye, qui étaient des pays laïques, hein, laïques au sens où coexistaient plusieurs religions pour imposer une version évidemment de l'islam qui, il faut bien le dire, voilà, est quand même quelque chose d'assez hardcore qui aujourd'hui on mesure, de toute façon on avait déjà mesuré, Thierry Meyssan nous l'avait dit, hein. Thierry Meyssan, moi, voilà, qu'on a fait de nombreuses interventions ici avec Thierry Meyssan, justement, j'espère bien qu'on pourra l'avoir bientôt aussi, qui vienne nous donner des éclaircissements, justement, sur la situation dans ce coin-là, mais il nous avait déjà mis en garde, je regardais une vidéo qui datait de février 2014, où il nous l'expliquait déjà depuis très longtemps, hein, ce qu'il disait, ces gens-là, vous ne pouvez pas négocier avec eux. Il disait, le gouvernement syrien, il se retrouve face à des gens qui, clairement, non, il faut les éliminer physiquement. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de négociation, de machin, ou d'autres solutions de paix possibles, d'alternatives. Hein. Et on voit bien que voilà, ces réseaux, alors on découvre évidemment avec effroi que voilà, ces gens-là maintenant sont dans toute l'Europe. Hein, évidemment, avec aussi cette politique folle migratoire, parce que ça, je veux dire, à un moment donné, tous ceux qui nous disent c'est bienvenu les migrants, welcome migrants, à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas des gens quand même radicalisés là qui passent avec tout ça se mélange, hein, tout ça vient s'agréger pour finalement avoir que des mecs un peu comme ça dormants un peu partout, quoi, hein, et qu'on pourrait activer à distance, parce qu'on sait que les services qui sont derrière ont les moyens, la preuve, on a vu le kamikaze là, de Nice, hein, sa famille avait reçu, semble-t-il, alors information qui est sortie sur les grands médias anglais, comme quoi il avait reçu un colis avec 100 000 € hein, à l'intérieur, provenant donc de son frère, hein, qui l'aurait fait transmettre par des gens, etc. Machin. Mais voilà, c'est une réalité. Donc oui, hein, c'est quand même, petit à petit, dans cette affaire, évidemment, ce qui est en train de se dégrader, voilà, on me dit K9 assassin, oui, les gens prennent conscience, alors c'est sûr, la dimension qui était à la base très imperceptible, des liens qui pouvaient unir, en fait, notre politique étrangère, les services de renseignement et ces groupes djihadistes, hein, et on va dire, et évidemment, groupes djihadistes, in fine, les terroristes qui vont ensuite commettre des actes là-bas et ici, hein, parce que n'oublions pas que c'est vrai qu'en Syrie, la Syrie a connu des actes terroristes, je veux dire, quasiment tous les jours, hein, ce qu'on a vu et nous, ce qu'on a connu, vous vous rendez compte le traumatisme hein, qu'ont connu ces gens de toute façon. Mais c'est évident, et la réaction, alors, épidermique, hein, évidemment, de la France, c'est de se dire, bon, ben, en gros, on va virer tous les bougnoules. Hein. Je résume, en tout cas, l'ambiance du pays, c'est parti dans une espèce de cabale, hein, faut bien le dire, une espèce de chasse aux sorcières hein, qui est un peu complètement folle. Alors peut-être il faut essayer de remettre le curseur, on va dire, en tout cas dans un certain équilibre, parce que même si la version pas d'amalgame, tout le monde est gentil, ça non, c'est pas possible. Hein. Ce discours-là, de toute façon, il ne pourra plus passer. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nice, avec, voilà, quand Cazeneuve enfin, quand Valls est revenu pour faire les commémorations, voilà, c'est qu'un avant-goût, évidemment, les gens rejettent hein, en bloc. Hein, ils ne peuvent plus accepter à la fois ce discours-là, et pourtant, oui, c'est vrai que la fragilité de la paix sociale et les conséquences terribles hein, de l'affrontement en fait qui est en train de se profiler nous laisse augurer de voir les choses effectivement d'un œil pessimiste. Et pourtant, je pense qu'il faut quand même ouvrir les débats. Et il faut ouvrir les discussions. Parce que s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de discussion, je veux dire, les camps vont se figer. Hein, les camps vont se figer, ils sont déjà extrêmement figés. Parce que le moteur qui va animer, en fait, et qui anime, alors là, on me dit la guerre est inévitable, ouais, quelque part, c'est vrai que moi aussi, je ne me fais pas tellement d'illusions sur le fait qu'il va y avoir un affrontement, mais qu'au moins, on peut essayer de limiter la casse, on va dire. Voilà. Au moins, si on va dire que voilà, il n'y a pas de choses. On me dit à fusillade à Munich en ce moment même.
D'accord. Bon, on en saura plus peut-être dans la soirée. On est dans une période effectivement très trouble. On voit voilà, qu'il y a un enchaînement d'événements systématiques et qui vont porter effectivement, oui, à une guerre civile, à un affrontement avec une population partout en Europe qui va, par réflexe immunitaire, se protéger, voilà, et dire, bah non, on va pas, comment dire, accepter cette situation. Et évidemment, ce terrorisme ne pourra être... Parce que à la fois, on est confronté quand même à deux problèmes. C'est que il y a ce problème du terrorisme, on voit bien les attentats, quand bien même, évidemment, on pourrait dire, oui, il y a une manipulation derrière, c'est vrai, il y a certainement des commanditaires, machin, tout ça reste que très, très obscur, j'ai l'impression de choses qui nous échappent un peu, certainement, sur certains enjeux, en tout cas sur les véritables commanditaires. Mais en tout cas, on ne peut pas douter qu'il y ait une organisation absolument très puissante derrière pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Donc ça c'est une évidence. Mais il y a en France un problème avec l'anti-France. Et ça, cet anti-France va être le moteur aussi, une excuse, en tout cas une justification de cette radicalisation. Puisque dans la structure même de cette pensée d'idéologie de l'anti-France, qui n'est pas le seul apanage des gens qui sont descendus de l'immigration, certainement pas, puisqu'il y a plein aussi de Français de souche, des bons blancs qui pensent la même chose, et qui sont plutôt à gauche, faut bien le dire, parce que c'est la gauche qui porte quand même ces gènes absolument de cette anti-France, et ces gens-là, eh ben, je suis désolé, ils s'accordent, ils alimentent en fait cette machine, parce que ces deux courants sont très 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 présents, absolument, absolument, absolument. Et je pense, ouais, on me dit la fin d'un monde, pas la fin du monde. Oui, en tout cas, on voit bien qu'on est en phase de renouvellement. Il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Il y a maintenant des sujets qui vont être sur la table. On n'est plus dans les années 80, Dieu merci, même si c'est pour beaucoup, qui n'ont pas changé de paradigme, ils n'ont pas compris que les choses ont énormément évolué depuis la grande époque de SOS Racisme. On n'en est plus là, heureusement d'ailleurs, même si ça a fait beaucoup de dégâts. Et on est plutôt passé à la phase d'après. Et maintenant, le choix ne se pose plus. C'est ça la chose qui, pour moi, est claire. C'est qu'il n'y a plus de choix de tous ceux qui nous parlent de solutions, oui, de l'intégration, oui, mais les jeunes des banlieues, machin, je sais pas. C'est terminé. Cette phase-là ne peut plus. Maintenant, c'est en gros, pour moi, c'est ceux qui vont rester, qui vont dire clairement, ben voilà, on reste, on est français, on s'assimile à la France, et on va maintenant, on est dans le pays, point, quoi. Voilà, on fait corps, et le reste, je suis désolé, ils seront à l'extérieur. Ils seront tous à l'extérieur du cercle. Alors, à l'extérieur du cercle, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas ici. Non, on peut continuer à vivre ici, il y a des étrangers qui vivent dans des pays. Mais simplement, il ne faudra plus attendre cet égalitarisme républicain qui voudrait mettre sur le même plan un étranger qui vit depuis longtemps en France et un Français. Ça, c'est pas possible, c'est plus possible. Ça, les Français ne l'accepteront plus. C'est terminé, ça c'est une ancienne version des choses. C'est pour ça que je dis que les choses vont maintenant comme ça avancer par étapes. Moi, c'est mon sentiment. Je vous dis, voilà, je sens, je suis comme vous, je vis dans le pays, et je vois la température. On voit bien qu'on est dans une cocotte minute, on voit bien que ce sont des sujets à fleur de peau. Il suffit pas grand-chose, je vous dis, quand vous êtes dans un lieu public, pour immédiatement déclencher des grandes discussions si vous abordez ces thématiques. Donc ça veut bien dire que tout le monde se sent concerné et que tout le monde a envie vraiment de participer à ce débat. Alors, comment faire? Moi je dis, ouvrons le débat. Essayons toujours, essayons de dépassionnaliser. On sait que c'est un débat à fleur de peau. C'est à fleur de peau parce que vous allez toucher à ce qui est de plus sacré pour les gens, et puis on a bâti quand même une idéologie depuis 30 ans où, comme on s'est interdit et qu'on a posé des lignes rouges sur certains sujets, aujourd'hui que tout le monde a envie de faire sauter ces lignes, et elles sont tellement dépassées qu'elles sont plus que franchies, que il est temps, voilà, de l'admettre aussi, arrêter de jouer comme ça les mijaurés, comme si on était en 86, Harlem Désir, oh mon Dieu, le monde est raciste. Non, le monde n'est pas raciste, d'ailleurs il n'est pas plus raciste qu'ailleurs, parce qu'il faut arrêter ce procès, parce que c'est les nouveaux procès maintenant, quand vous ouvrez effectivement ces débats, les arguments, le racisme, l'extrémisme, l'antisémitisme, voilà.
on n'en peut plus. Hein. Voilà, on a connu la période antisémite, on a reproché suffisamment aux juifs et aux sionistes, et surtout dans le milieu de la dissidence, disons-le, hein, à chaque fois qu'il y avait des propos, des actes par des dignitaires juifs, surtout sionistes, très sionistes, voilà, ou des sionistes, des gens qui ne sont pas forcément juifs d'ailleurs, et voilà, ils se faisaient tous fustiger encore à Israël, etc. Mais bon, quand on ouvre certains autres problèmes, tout d'un coup, on ne pourrait pas en parler. Bah si, il va falloir. Tout le monde va devoir, j'ai envie de dire, se mettre autour d'une table. Hein. Et si on ne se met pas autour d'une table, eh ben, ça va finir main dans la main. Et c'est quoi la finalité d'une guerre civile française? Sincèrement, c'est quoi la finalité? C'est quoi? Hein, une remigration totale dans machin? J'ai beaucoup de mal à y croire, hein, très sincèrement. Il y en a qui... C'est le fantasme de certains, je dis pas. Ils verraient bien le grand soir, une grande nuit de cristal avec des bateaux pour Alger depuis Marseille. Ça, c'est certainement le fantasme de certains. Mais bon, franchement, c'est pas très bien crédible. Par contre, une fracture totale, territoriale et culturelle, qui, elle, est véritablement en train de s'opérer en France. Ça, par contre, je le sens bien, oui, ça, on voit bien que, voilà, se dessinent des territoires, finalement. Hein, et puis, on va finir comme la Bosnie ou comme l'ex-Yougoslavie, avec vous savez, des parties de territoires qui regroupent des communautés absolument différentes et qui coexistent. Hein. Voilà, hein, le fameux vivre ensemble, hein, d'ailleurs, expression qui ne veut pas dire grand-chose encore dans cette nouvelle langue et qui nous est présentée, ce vivre ensemble. C'est pas trop ce que ça veut dire, d'ailleurs. Vivre ensemble, oui, mais ensemble avec qui, hein, déjà parce qu'on ne vit pas ensemble comme ça. Mais voilà, donc on est encore à l'orée du chemin, on est encore on est sorti encore du bois un peu plus, et évidemment que depuis cet attentat de Nice, on est monté d'un cran on va dire, dans la pression, dans la menace aussi, et il faut bien le dire, voilà, il va falloir ouvrir les débats. Ouvrir les débats, et même ceux qui ne plaisent pas. Parce que j'ai l'impression qu'évidemment, quand on ouvre des débats, il y a des débats qu'on pourra aborder, et puis d'autres qui sont absolument mal vus. Et pourtant, il va falloir les aborder quand même, parce que sinon, eh ben, le pays va tomber clairement dans cette guerre civile. Voilà. On ne peut pas se mettre autour d'une table avec l'antiracisme et le pas d'amalgame. Bah oui, c'est clair que, bah, en tout cas, il faut déconstruire leur discours, parce que des fois, effectivement, je suis assez d'accord avec toi que les gens sont tellement dans un dogme que le pas d'amalgame et l'antiracisme, c'est quelque chose que, pour l'extirper, il va falloir du temps. Mais en revanche, si on est suffisamment nombreux à déconstruire ce discours de l'antiracisme, parce que le discours de l'antiracisme, c'est un discours hypocrite, hein, c'est un discours schizophrénique. En fait, l'antiracisme, c'est quoi? C'est anti-blanc, clairement, hein, puisque dans l'antiracisme, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'exalter sa différence, tout le monde a le droit d'être fier de sa race, de sa communauté, etc., sauf les blancs, hein, qui, honnêtement, c'est mal vu. Et donc, à partir de là, l'antiracisme, voilà, c'est une philosophie, en fait, anti-blanche, hein, clairement. Hein, voilà, c'est ça le fond, d'ailleurs, de toute cette idéologie. Et d'ailleurs, vous voyez bien, quand un blanc va, je sais pas, s'en prendre à un noir, évidemment, tout de suite, le noir va prendre l'argument du racisme. C'est le grand classique. Hein, donc, voilà ce que donne l'antiracisme. Donc, l'antiracisme, avec le pas d'amalgame, évidemment, se tient, puisque pas d'amalgame, c'est pareil. Pas d'amalgame, à un moment donné, aussi, il faut tirer les conséquences. On ne dit pas d'amalgame les migrants, mais je suis désolé, le nombre de faits dans lesquels les migrants sont impliqués, ça suffit, quoi. Hein, c'est un peu trop, quand même. C'est un peu trop. Et hein, cette mentalité, qui en plus est le cheval de Troie du mondialisme. Vous le savez très bien. Hein, faut pas se leurrer. Hein, les gens qui sont dans cette idéologie de l'anti-France portent en eux les gènes du mondialisme. C'est le mondialisme. Et c'est ça qui est le plus fascinant. C'est que même sans s'en rendre compte, en fait, leur anti-France, c'est l'expression du mondialisme, parce que, évidemment, ils vous disent on combat la France, on est contre la France, hein, bon, évidemment, toujours la même rhétorique, le passé colonial, la guerre d'Algérie, etc. Vous savez, le carnet de notes, c'est toujours le même, hein, ça fait 30 ans, ça n'a pas changé. Et donc, une fois qu'on a passé ça, donc de l'anti-France, quel est le projet politique derrière? Eh bien, c'est simple, ils vous le disent, c'est le citoyen du monde. Le citoyen du monde.
Donc il faut se rendre compte de ce qu'il y a derrière l'expression aussi, citoyen du monde. Citoyen du monde, bah, clairement, voilà, citoyen du monde, bah, c'est simple, c'est le mondialisme par l'essence, hein, c'est le mondialisme dans sa quintessence, c'est-à-dire l'homme nouveau qui est partout chez lui, c'est le supracolon, hein, vous savez, voilà, hein, qui arrive et qui impose hein, toute sa culture, ses habitudes, partout où il va. Voilà, et c'est ça un peu pour moi comment dire, qui est en train de s'imbriquer en ce moment. Voilà. Alors, on me dit, les sionistes montent les chrétiens et musulmans les uns contre les autres, ça saute aux yeux. Alors, ça, c'est aussi, alors la grande vision, c'est la faute aux sionistes qui montent les gens les uns contre les autres. Moi, je souscris pas à cette idée-là. C'est-à-dire que les sionistes peuvent profiter d'une situation, mais cette situation est possible à cause de ce que sont profondément les différences qui existent entre les gens et la façon dont elles s'expriment. Hein, s'il n'y avait pas ça, je suis désolé, ils ne pourraient pas monter, on dit monter les communautés les unes contre les autres. C'est possible, mais pourquoi c'est possible avec certaines communautés et pas avec d'autres? C'est ça aussi, c'est une question à se poser. Hein, pourquoi, en France, il n'y a pas de tension communautaire entre les Asiatiques et les Français de souche, par exemple? Je ne le vois pas, enfin les blancs, quoi, voilà, pour être plus clair, puisqu'on parle d'ethno et de phénotype, ben voilà, mais il n'y a pas de friction, il n'y a pas de tension. Alors, pourquoi il n'y a pas de tension? Bah parce que je pense que parce que les communautés asiatiques sont ultra communautarisées, hein, je veux dire, pas moins que les autres, mais ils ne perturbent pas ni la vie publique, ni machin, ils n'ont pas de revendications, hein, et ils ne jettent pas le carnet de notes hein, des droits de l'homme et je sais pas quoi à la France dès qu'ils en ont l'occasion, alors quand bien même, ils seraient parfaitement inspirés et justifiés de le faire, parce que quand vous pensez à des pays comme le Vietnam, je suis désolé, combien d'années de guerre ils ont connu, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc les premiers débordements jusqu'à 54, Dien Bien Phu, etc., la chute de l'armée française, puis après ça a enchaîné avec les Américains jusque dans les années 70 quand même. Hein, donc, je veux dire, au niveau du carnet de notes, de la guerre, de la colonisation, de la domination de l'Occident sur une toute petite bande de terre en Asie, ils ont de quoi dire. Donc, du coup, pourtant, voilà, ils sont là, moi, je sais pas, je croise tout un tas de Vietnamiens, et puis, ils sont pas là en train de vous jeter le carnet de notes à la gueule, ou machin, ou etc. Voilà, c'est un sens de l'histoire. Hein, parce que ça va durer combien de temps encore, cette histoire de carnet de notes, quoi? Tu vois, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, hein, faut pas oublier quand même que, voilà, quoi, depuis, l'eau, elle a coulé sous les ponts, quand même, hein, et les Français, de toute façon, qui ont pu être impliqués dans ce qui a été l'histoire coloniale, je suis désolé, les pays d'Afrique sont indépendants depuis les années 60, ce ne sont pas les mêmes qui ont colonisé déjà, hein, parce qu'ils sont quasiment tous morts, hein, pour pas dire tous, hein, parce que ceux de 1880, ils sont plus là. Donc, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses en place, quoi, un petit peu. Hein. Voilà. Alors, on me dit, j'ai lu un article sur Meta que l'État a demandé à supprimer les preuves de vidéosurveillance. Oui, tout à fait. Ça a fait tellement scandale. D'ailleurs, la mairie aujourd'hui de Nice a répondu qu'elle a refusé de le faire. Refuse de le faire. Mais tout à fait, oui, c'est pas mal de choses assez scandaleuses, oui, dans cette affaire de dysfonctionnement qui ont été mis en lumière, en particulier sur comment on appelle ça, le fait que on va dire, le camion ait pu passer, alors qu'il y avait les flics qui étaient là, qui ont enlevé les barrières de ciment, il y avait des voitures de flics positionnées aussi, qui ont été, voilà, qui sont parties juste avant que comment dire, l'attentat commence, finalement. Donc, c'est un peu, oui, c'est un peu complètement abusé, oui, totalement. Donc, oui, clairement, voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'incohérences, on va dire, beaucoup d'incohérences. Alors, on me dit, regarde, SOS racisme, etc. Avant, c'était touche pas, mon pote, regarde aujourd'hui, les Chinois ne perturbent pas, donc ils ont trouvé une communauté pour le faire, la guerre d'Algérie. Bah oui, ils ont trouvé une communauté pour le faire, oui, la guerre d'Algérie, mais attendez, on me sort, vous savez, tous les jours j'ai des discussions là-dessus, il y a le machin, la colonisation de l'Afrique, l'esclavage, d'ailleurs l'esclavage, voilà, tout ça c'est pareil, on vous parle que de l'esclavage, de la traite européenne, et il y a encore des mecs qui m'écrivent sur Facebook pour me dire qu'il n'y a jamais eu de traite côté arabo-islamique, et là je leur dis, les mecs, faut les pousser la fonte en histoire, renseignez-vous un petit peu sur ce qui s'est passé aussi de l'autre côté, sachant que la traite non seulement elle a eu lieu dans les pays d'Afrique, hein, du côté Est, hein, il y avait énormément d'esclavage qui était pratiqué, mais beaucoup de marchands
hein, qui faisaient aussi du business avec les Européens, mais y compris au Congo, etc., étaient aussi des marchands arabes qui faisaient du marché de l'esclavage. Hein. Donc voilà, il faut aller pousser la fonte là-dessus, parce que quand on parle que, voilà, on m'envoie des mails pour me dire il n'y a jamais eu d'esclavage hein, chez les musulmans, non, là, franchement, faut aller se renseigner, hein, parce que il y a une réalité, c'est que l'esclavage a perduré bien après, justement, je veux dire que c'est quand la colonisation est arrivée, que les Européens arrivent dans ces pays-là, qu'ils abolissent l'esclavage. C'est ça la réalité. Hein. Allez voir, il y a plein d'infos là-dessus, voilà. Hein, le dernier marché aux esclaves, c'est 1924 au Maroc. Alors bon, il faut quand même remettre les choses en place à un moment donné sur l'histoire de l'esclavage. Hein. Voilà, les Européens ont fait de l'esclavage, bien sûr. Il y a eu de l'esclavage en Europe, mais partout sur la planète. Mais les Européens ont aussi aboli l'esclavage et ils ont aussi fait en sorte pour que tout le monde l'abolisse. Voilà, donc c'est ça l'histoire. À un moment donné, donc les carnets de notes, faudrait quand même rajouter les addendums. Hein, voilà, parce que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile parce que ce discours-là, hein, qui est vraiment bien structuré, et qui maintenant devient une espèce d'idéologie dominante dans les banlieues. C'est le ferment du pourrissement de toute la société française. C'est pour ça qu'il y a une ambiance pourrie dans ce pays. Hein. Parce que quand vous avez des millions de gens qui pensent et qui jouent contre le pays dans lequel ils sont, ben à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que l'ambiance, elle est pourrie. Voilà. Et ça c'est une séquence aussi qui va malheureusement se régler maintenant. Dans tout ça, voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué, mais tout ça, il va devoir se mettre sur la table. Et d'ailleurs, cette nouvelle opinion publique, l'expression qui est très chère à Adrien Abosi, il a raison, eh ben, moi je pense que justement, elle a de plus en plus d'influence maintenant, et que, vous voyez, même les médias traditionnels se font traiter de complotistes dès qu'ils adoptent justement un peu ces codes de cette nouvelle opinion publique, d'aller un peu investiguer, comprendre, et ben vous voyez, ils se font traiter de complotistes à leur tour. Et comme quoi c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Mais voilà, on est dans ce moment-là, ben, il y a tous ces problèmes-là, et il va falloir tout mettre sur la table, même si c'est pas facile. Voilà. Alors, on me dit quoi? Les méchants, c'est les Russes. Oui, on en parlera en deuxième partie tout à l'heure avec Alasso, mais c'est vrai que les Russes, il y a une espèce de... Voilà, il y a une vidéo en plus qui a été traduite justement par Alasso de Métaté International de Poutine, justement, et voilà, regardez ce qu'il a dit, voilà, c'était le 17 juin, c'était à peu près un mois, et que le monde allait inexorablement vers une espèce de guerre, un affrontement qui finirait en affrontement nucléaire entre la Russie et l'OTAN, et que c'est l'OTAN qui poussait à ça, et que les populations européennes vivaient dans une espèce de monde comme ça, merveilleux, dans lequel elles n'avaient pas conscience, en fait, du réel danger de la guerre, hein, et en plus de ce bashing anti-russe. Hein, vous avez vu, en plus, ce sont les athlètes russes qui vont être privés de JO. Hein, voilà, c'est vraiment, on est revenu un peu, effectivement, au meilleur moment de la guerre froide, hein, entre l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, avec, évidemment, voilà, les conséquences que ça peut porter. Voilà, les Européens ont été les premiers à abolir l'esclavage. Non, mais il faut le dire, bien sûr, c'est des réalités historiques, c'est ça à un moment donné, tu vois. Voilà. Hein, après, oui, on me dit, là, Irak, 8 années de guerre contre l'Iran, opération Tempête du désert, embargo de l'ONU, mais bien sûr, ce sont les guerres des États-Unis. Hein, et nous, la France, il est temps justement qu'on arrête de penser que ces gens qui nous dirigent sont des gens qui servent l'intérêt de la France, puisque c'est précisément l'inverse. Donc ils ne peuvent même pas se représenter quand on nous dit « la France a fait ceci, la France a fait cela », mais c'est l'inverse, puisque ce sont des gens qui ne travaillent pas pour la France, ils travaillent contre la France. Hein, ils ne travaillent pas pour les intérêts de la France. Donc quand on me dit « c'est la France qui fait ça, la France qui fait ça », non, ce sont des voyous qui ont pris l'État français en otage, mais qui ne travaillent ni pour l'intérêt des Français, ni pour la France. Hein, puis ce sont ces marionnettes de l'Empire américain. Et c'est sur eux, c'est cette stratégie folle, évidemment, oui, des États-Unis, de déstabilisation totale de la planète, qui pourra nous mener au crash final. Et c'est ça, même Poutine, ce qu'il est en train de nous dire. C'est ça qu'il essaye de nous expliquer. Hein. Et nous, évidemment, notre responsabilité, c'est de dénoncer ça, parce qu'il faut qu'on reprenne absolument le pouvoir politique en main. Il faut que ce soit de vrais Français qui soient aux mains de la France. Voilà, véritablement. Et c'est pas une question de couleur, hein. C'est pas le taux de mélanine. Voilà. Bon, on va enchaîner après la petite chronique, parce que on parle. Voilà, il va falloir y avoir un mort. Et en tout cas, on va parler justement de
d'international. On me dit, on s'en fout des Russes. Mais non, on s'en fout pas des Russes, mon cher. Non, on s'en fout pas des Russes. Moi, je m'en fous pas des Russes. Voilà, je m'en fous pas plus d'ailleurs d'aucun peuple. Mais les Russes sur la scène internationale, ils ont un très très grand rôle. Et là, on voit bien qu'on cherche une confrontation directe avec la Russie. Et cette confrontation avec la Russie, je suis désolé, vers quoi ça va nous ramener, quoi. Voilà. Hein, je trouve, oui, pas très tranquille. Bon, oui, je suis... on voit bien que le monde est tellement tranquille pour être tranquille. Ouais, tous les membres de l'UE sont au service des USA, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on s'en fout des Russes, parlons de nous, oui, non, mais on est imbriqués, on n'est pas dans un monde... Là, si demain il y a une guerre nucléaire, je suis désolé, ce sera avec les Russes, on ne peut pas balayer d'un coup comme ça. Voilà, nous sommes sous occupation militaire de l'OTAN et politique de Bruxelles. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et justement, ça me permet en plus de faire la transition. Voilà, ça sera comme une nouvelle émission qui commence. Bonjour à tous, bonjour à l'assaut. Salut, on m'entend? Bonsoir. Je pense qu'on va t'entendre, normalement, voilà, salut, on fait salut, signe que c'est pas. pareil, voilà, c'est parfait. Salut, ça va? Eh ben écoute, ça va bien et toi alors? Parfait. Alors, actualité qui déborde, qui, on va dire, alors là, bon, en France, il y a beaucoup de choses à dire, mais à l'étranger, ça bouge aussi. Complètement. Alors, récemment, il y a eu un congrès de l'OTAN à Varsovie, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'apparemment, il y a eu pas mal de déclarations en fait. Hein. On les a vus chanter d'ailleurs. C'est aussi ça, c'est drôle, comme c'est surréaliste. Hein. La séquence est complètement surréaliste. Ouais. Hein. Bien, bah écoute, salut à tout le monde, salut aux métanautes, la régie, tout le monde. On me fait une petite entorse effectivement, puisque l'actualité est aussi bouillante en fait en France, chez nous. Mais si tu veux, il y a une ébullition, comme tu dis, aussi autour des relations entre l'OTAN et la Russie particulièrement. Et d'ailleurs, on pourra peut-être même aborder la question le sujet de la Turquie récemment aussi, tout à fait, bien sûr, qui peut être imbriqué en fait dans tout ça. Pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer, tout à fait. Donc oui, effectivement, il y a eu ce sommet de l'OTAN en plein milieu du mois de juillet à Varsovie. Le choix de la ville, n'est pas un hasard aussi, puisque on est vraiment dans la recherche d'une confrontation en fait, dans des provocations systématiques de la Russie. Et on prétend évidemment qu'on fait tout ça contre une potentielle menace russe, mais si tu veux, la multiplication de ces positionnements militaires de l'OTAN aux abords des frontières russes. Parce qu'ils installent une ceinture de missiles, c'est ça? Alors, officiellement, des systèmes de défense anti-missiles, qui ont quand même une portée... si tu veux, qui peuvent également être transformés en système d'attaque, qui peuvent être très rapidement transformés en système d'attaque, et c'est ce qui inquiète Poutine particulièrement. On va revenir dessus, mais voilà, effectivement, ils installent une ceinture anti-missile tout autour de l'OTAN. Et ce qui est intéressant, c'est que deux des dernières grosses bases dont ils ont annoncé ou plutôt officialisé l'ouverture, notamment dans ce sommet de l'OTAN, elles sont en Roumanie et en Pologne, prévues pour 2018. Et officiellement, donc selon l'agenda de l'OTAN, c'est des bases installées pour prévenir d'une éventuelle menace iranienne, d'accord, et non russe. C'est ce qu'ils prétendent, effectivement, c'est l'Iran. Sachant que l'Iran est quand même très loin de la Lituanie. Hein. Je vous invite à regarder une carte. On est d'accord. Et si tu veux, en plus de la présence militaire en Méditerranée, etc., qui justifie un peu qui contribue à parer à cette menace iranienne, inexistante en réalité. S'ajoute à des batailles. Ils ont décidé aussi qu'il y aura 4 nouveaux bataillons en fait, de 600 à 1000 soldats qui seront en rotation dans les pays baltes en permanence. Oui, parce qu'ils ont une restriction, je crois, qui est un accord. On ne peut pas avoir plus de tant de soldats en même temps, et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les faire tourner. Exactement. Et sous différents commandements. Là, en l'occurrence, les 4 pays qui seront en charge du commandement de ces bataillons, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne. Visiblement, la France essuie quelques critiques pour avoir un peu refusé ou en fait ne pas trop s'impliquer. Ne pas s'impliquer dans ce projet-là. On peut peut-être penser que c'est aussi sous le chapeau de l'Union européenne qui depuis assez longtemps, pour le moment en tout cas, n'a pas été vraiment enclin à
contribuer en fait aux positions de l'OTAN, enfin à l'idéologie de l'OTAN, à la théologie de l'OTAN, je dirais même. Et si tu veux, donc la France ne participe pas, peut-être qu'à l'avenir il pourrait participer. D'ailleurs, dernièrement, en mars, il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée sur la possibilité à nouveau pour des bases militaires, oui, en France, les bases militaires de l'OTAN, voilà, en France. Ouais. Sur le territoire, ce qui n'avait pas été fait depuis Charles de Gaulle. Depuis 1966, on n'avait plus de bases étrangères, on redevient occupé militairement. Ouais. Donc en plus d'avoir décidé de ces troupes donc en rotation dans les États baltes, donc voilà, complètement aux frontières russes, ils ont également officialisé l'adhésion du Monténégro à l'OTAN en tant que 29e membre. Ouais. Alors le Monténégro, on peut se demander, mais quelle utilité en fait à ajouter un État avec le Monténégro. Donc il y a plusieurs choses. D'une part, ça peut être vu déjà comme une première provocation vis-à-vis des Russes pour leur montrer qu'ils rallient en fait de leur côté des États anciennement dans le giron exactement, de l'Union soviétique, tout à fait. Au-delà de ça, c'est aussi un signal fort qui est envoyé aux autres États justement qui étaient anciennement sous domination soviétique pour leur dire que le processus d'adhésion est toujours ouvert, est toujours en place et vous pouvez nous rejoindre en fait. Donc on peut s'attendre à ce que peut-être d'autres petits États comme ça, qui finalement vont pas pouvoir contribuer plus que ça véritablement à la force militaire de l'OTAN. Le niveau, c'est à peu près 2000 soldats qui peuvent mettre à contribution. C'est pas grand-chose, donc c'est pas très intéressant en fait pour l'OTAN, à part pour pouvoir rallier d'autres États qui pourraient se dire, bah tiens... le processus d'adhésion est toujours ouvert, pourquoi pas, etc. D'ailleurs, pourquoi la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, ces trois petits États baltes aussi, ont accepté, ont décidé de faire partie de l'OTAN. Il y a quand même une grosse influence qui est faite à notre niveau par les médias surtout, mais aussi du côté des États-Unis, puisque par exemple ailleurs, en Finlande, ils mettent beaucoup de pression aussi pour améliorer les relations entre la Finlande et l'OTAN. Oui, parce que j'ai vu la Suède aussi, qui met pas mal prévoit une invasion de la Russie, c'est ça, ils ont fait un plan, la Suède, assez hallucinant de l'invasion, que la Russie, en prévoyant que la Russie envahirait la Suède, etc. C'est ça. Dans leurs exercices, c'est systématiquement ça. En fait, ils font que des exercices avec des scénarios où, effectivement, tu as la Russie en agresseur, systématiquement, ils se préparent à ça. Bon. C'est drôle, mais on verra de toute façon qu'en réalité, ce sont eux les agressifs, en fait. C'est l'OTAN, c'est l'OTAN qui est en position d'agression, là, complètement. Et on peut chercher, mais on ne trouvera pas grand-chose sur la Russie, même si certains diront que l'annexion de la Crimée, c'était quand même un mouvement agressif, etc. Mais non, c'était une réponse, si tu veux, aussi au fait, par exemple, que l'OTAN ait voulu contrôler la base de Sébastopol. Oui, tout à fait, mais qui est le port russe, en fait, vers le sud, quoi. Ici, ils n'ont plus ça, ils n'ont plus d'accès au sud, quoi. En fomentant, donc, un espèce de conflit, une espèce de guerre civile, presque en Ukraine. Donc, si tu veux, l'agression, elle vient quasiment jamais des Russes. Il y a leur intervention en Syrie, effectivement, dernièrement. D'ailleurs, si tu veux, ils sont intervenus à un moment assez opportun où les États-Unis s'étaient un peu désengagés de la région, justement pour se préoccuper un peu plus de la situation en Ukraine. Ça, d'ailleurs, on retrouve cette analyse chez une journaliste dont on a pu parler, qui est Sibel Edmonds, une journaliste indépendante américaine, qui est une ancienne du FBI et aujourd'hui qui en est sortie, qui dénonce aujourd'hui donc tout le système américain. Et donc elle fait cette analyse. D'ailleurs, on y reviendra quand on parlera de la Turquie. Et c'est très intéressant de voir les timings aussi des opérations, des mouvements, etc. Sinon, pour finir sur le sommet de Varsovie, il s'est décidé donc ces trois choses. D'abord, ces 4 bataillons qui tourneraient dans les États baltes, l'adhésion du Monténégro et le dernier gros point, les 3 points principaux si tu veux, c'est améliorer les relations avec l'Union européenne. Donc en fait, quelque part, une volonté de militariser l'Union européenne en fait.
Donc poussé dans le sens d'une militarisation de l'Union européenne et d'une forme d'intégration avec l'OTAN. Mais il y a une armée de l'OTAN ou pas? Parce que c'est Est-ce qu'il y a une armée de l'OTAN? Oui. Ben en fait, oui, on peut dire qu'il y a une armée de l'OTAN. Parce que justement, ça c'est un argument, souvent on entend, oui, l'OTAN c'est juste une composition d'armées en fait nationales. Mais est-ce qu'on peut parler d'une armée de l'OTAN véritablement? Mais bien sûr, puisque l'OTAN, à des moments donnés, décide d'opérations. Et si tu veux, les États suivent en fait. Autrement dit, je prends un exemple tout bête, parce qu'il n'y a pas eu tant d'interventions autres que celles qu'on connaît en Yougoslavie, etc. Mais lors de, par exemple, l'ouragan Katrina, tu vois, aux États-Unis, l'OTAN a décidé de déployer des soldats de la force de l'OTAN pour aller assister dans des missions humanitaires en fait aux États-Unis. Et c'est des soldats qui venaient de tous les pays de l'OTAN, tu vois. Donc s'ils décident à un moment d'une opération, ils peuvent très bien, en quelque sorte, réquisitionner ceux qu'ils ont à disposition, parce que ne pas obéir quelque part, ce serait se sortir des accords en fait. Tu vois, j'ai vu que la France d'ailleurs était deuxième contributeur, je crois, de l'OTAN, quelque chose comme ça, deuxième ou troisième, je sais plus. Alors je sais que la Turquie est pas loin de ça en tant que contributeur. Donc moi il me semblait que c'était la Turquie le deuxième et peut-être la France qui suit derrière ou l'inverse. C'est possible. Il me semble qu'on était vraiment dans le top quoi. Je crois que c'est l'Allemagne, je crois, le premier. Et après il me semble que c'était peut-être deuxième ou troisième la France. Donc, mais c'est quand même énorme quoi. Donc on vient de rentrer dans l'OTAN et c'est nous qui payons le plus. Après j'avoue c'est peut-être rassurant de voir, n'empêche, qu'ils participent pas tant que ça. Là il y a toute une série d'exercices justement en prévision du sommet de l'OTAN. Toute une série d'exercices auxquels les Français n'ont que très peu participé, quoi. Quasiment pas participé. Oui, on me dit les États baltes sont anti-russes. Bon, c'est vrai qu'ils ont une tradition, même en Pologne, ils sont très anti-russes. On sait qu'il y a une histoire assez perturbée avec la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas une symbolique d'ailleurs derrière ce sommet de l'OTAN à Varsovie, quand on connaît l'histoire évidemment du pacte de Varsovie? C'est un peu, j'ai envie de dire, la fin de tout, quoi. C'est-à-dire que l'OTAN se tient à Varsovie aujourd'hui. C'est quand même assez symbolique d'un point de vue de la fin de ce monde. Complètement, bien sûr. C'est presque une espèce d'ultime provocation de tenir un sommet de l'OTAN à Varsovie et tout ce qui a été, tout ce qui est allé avec. Donc je te disais juste avant, tas d'exercices. Des exercices incessants. L'officialisation d'une base en Roumanie et les premières briques d'une base prévue pour 2018 en Pologne. Tu vois, dans le sud-ouest de la Pologne. Et donc c'est pour ça que, si tu veux, c'est pas dans le nord-est, donc c'est dans le sud-ouest pour dire c'est pour la menace iranienne, tu vois. Bon, et donc effectivement, tout ça, et on va même se demander, mais pourquoi Poutine est aussi passif en fait? On peut se demander ça, tu vois. Pourquoi Poutine reste impassible, tu vois? Oui, parce qu'il est un peu, il peut pas tellement empêcher, mais il est assez vindicatif quand même. Il dénonce cet état de fait, le gouvernement russe. Il y a un fait d'ailleurs très intéressant, puisqu'on parlait des États baltes. C'est un truc qui, dans la presse française en tout cas, a l'air d'être passé assez inaperçu. C'est qu'au début du mois, Poutine a fait démissionner, en tout cas a saqué 50 de ses commandants de la flotte en mer Baltique, donc de la flotte russe en mer Baltique. Il a saqué 50 commandants, dont le commandant de la flotte et le chef d'état-major, donc virés. Pourquoi? Selon plusieurs médias internationaux, parce qu'ils auraient, si tu veux, refusé des ordres, enfin refusé c'est un grand mot en fait, ils n'auraient pas appliqué correctement des ordres directs de Poutine d'aller se confronter aux flottes de l'OTAN en mer Baltique. Et donc, la petite histoire là qu'il y avait eu avec les avions qui tournaient au-dessus d'un... T'as peut-être vu ça, des chasseurs qui tournaient au-dessus... on l'avait C'était en mer Noire, il y a un incident avec le bateau américain. T'avais celui-là, il précède un second qui était au début de l'année, il me semble, qui était en mer Baltique lors d'un exercice de l'OTAN dans lequel la Pologne participait. Donc il y avait un destroyer, c'était un destroyer américain qui portait du matériel polonais et autres. En tout cas, il y avait un exercice. Et tu as des chasseurs russes qui
ont tourné pendant des heures et des heures au-dessus du truc, ont fait des petits signes, tu vois, des petits coucous, sont passés dire coucou en fait au personnel, qui était tout en panique. Il y a eu une espèce de panique, c'est passé après sur CNN, sur Fox News, machin, genre panique, provocation des Russes en mer Baltique, machin, tu sais, ils ont fait un truc hyper sensationnel autour de ça. On l'a publié d'ailleurs sur Meta, on peut retrouver l'article. Et derrière, si tu veux, il y a certains soldats qui refusaient, qui n'allaient pas jusqu'au bout de ce genre de confrontation en fait, avec la flotte de l'OTAN en mer Baltique. Et c'est pour ça qu'il en aurait saqué 50. D'accord, donc ils refuseraient ça parce que... au nom de quoi d'ailleurs ils refusent la présence militaire en mer Baltique. Non mais les soldats, c'est quoi les Ah, d'accord, oui. Bah, en fait, si tu veux, ils n'ont pas trop envie de jouer un jeu dangereux, quoi. Tu vois, ils n'ont pas trop envie de jouer avec le feu. C'est pas de l'ordre de la rébellion, ou, tu vois. Voilà, c'est pas ça. Non. C'est vraiment juste que c'est des hommes, à mon avis, comme les autres, et que bon, moi, j'ai vu par exemple des soldats en Pologne qui disaient très ouvertement qu'ils étaient un peu paniqués. Et si tu veux, qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait tout ça et pourquoi on allait provoquer la Russie et que la Russie c'était tout ce qu'ils attendaient en fait, de se faire provoquer, etc. Enfin, ils étaient pas vraiment d'accord en fait avec ce qu'on leur faisait faire, tu vois. Et donc ça c'est intéressant à noter aussi, c'est que tu vois finalement il reste des hommes derrière ces armes qui en fait ont peut-être pas trop envie non plus de jouer avec le feu des malades mentaux qu'il y a au-dessus et qui fomentent toutes sortes de guerres, etc. Bon, en tout cas, pour donner un signe qui n'est pas aussi si passif que ça, il a fait ça, il a fait démissionner donc 50 cadres de la flotte russe en mer Baltique pour montrer aux autres qui arriveront derrière, bon les gars, quand je vous dis d'aller vous confronter aux autres et pas les laisser empiéter sur notre zone, si tu veux, c'est leur espace en fait. Ils sont assez légitimes, je veux dire, pour... c'est rationnel de dire que l'OTAN n'a rien à faire à plus de 20 000 km de chez eux, tu vois. C'est parce que l'OTAN, c'est les États-Unis en définitive, on se met d'accord. C'est que l'extension, disons, mondiale du Pentagone, l'OTAN, tu vois. D'ailleurs, il y a plusieurs divisions, si tu veux, de la stratégie militaire américaine à long terme. Et donc on en a déjà parlé, mais l'Africom, l'Eurocom, tu as une division aussi pour l'Asie-Pacifique, tu as une pour l'Amérique du Sud, et puis tu en as une globale en fait. Tu en as une globale, puisqu'à long terme, le plan c'est de s'étaler sur l'ensemble du monde. Ils ont déjà donc des bases dans plus de 100 pays, l'OTAN. C'est quand même assez impressionnant. Il y a plus de 100 pays dans lesquels on a des troupes américaines. Et on s'apprête peut-être à en avoir en France, visiblement. C'est assez ouf. Mais bon, tu vois qu'en parallèle, t'as Poutine qui réagit aussi, effectivement. On ne comprenait pas, nous très honnêtement, on ne comprenait pas pourquoi il restait aussi passif. Enfin, c'est quand même assez, si tu veux, c'est assez fort ce qui se passe. Parce que l'OTAN, si tu veux, on peut plus lui faire confiance en fait. On peut plus croire un mot de ce qu'ils vont nous donner comme justification pour leur déploiement, etc. Pour les guerres, puisque si tu veux, systématiquement, ils mettent en avant cette rhétorique de la défense, de la paix. Ça a l'air d'être des bénévoles en fait, tu vois, vraiment au service de la paix. Mais si on fait un peu le passif, l'historique de ce qu'ont été les attaques de l'OTAN, les interventions de l'OTAN plutôt, ça n'a jamais laissé une once de paix dans les endroits où ils sont passés. C'est ça, donc, y compris la Yougoslavie, l'Afghanistan. L'Afghanistan, je veux dire, c'est un crime aussi, un crime d'agression en fait, quelque chose d'interdit par le droit international. L'Irak c'est un peu différent parce que c'était pas vraiment sous l'égide de l'OTAN. On a tendance à penser que c'était une intervention de l'OTAN, mais officiellement en tout cas c'était une intervention unilatérale des États-Unis. Mais bon, derrière il y a des membres de l'OTAN alliés des États-Unis qui ont participé, donc c'est un peu... Ils n'ont pas décidé quelque chose militairement dans l'OTAN et au niveau de leurs relations bilatérales ou multilatérales qui soit très différent. Donc on peut considérer que c'est l'OTAN aussi.
la Libye. La Libye, On peut peut-être même parler de la Côte d'Ivoire et de Gbagbo, ce qui s'est passé avec Gbagbo, parce que voilà, tout ça, c'est des pays de l'OTAN, et si tu veux, tout leur positionnement militaire, toutes leurs décisions militaires, de toute façon, elles sont autant compatibles, on va dire. Oui, voilà, ça sert une stratégie en perspective de toute façon, quoi. Hein, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est clair que c'est à mettre en parallèle avec la Libye, avec la Syrie, etc. C'est-à-dire on change de régime quand ça ne nous plaît pas, quoi. Finalement, toute nation qui participe, qui contribue à l'OTAN, toutes ces décisions militaires, il faut croire, je pense, qu'elles n'iront pas à l'encontre des intérêts de l'OTAN, en fin de compte. Hein. Ce serait peut-être se tirer une balle dans le pied, quoi, de mener une action militaire de façon unilatérale qui ne plaise pas à l'OTAN, tu vois. Et c'est peut-être aussi le cas de la Turquie, justement. Oui, la Turquie, oui. Alors, la Turquie, c'est très intéressant. On a vu comment on appelle ça, cette semaine, il y a eu un coup d'État en Turquie. Voilà. Alors, très trouble, hein, parce que, je veux dire, on n'y comprend pas grand-chose. Ouais. Là, je me fais mon profane, mais vu des médias, on nous a parlé d'un coup d'État. Alors, au début, ça avait plus ou moins réussi, on ne comprend pas, puis la situation a changé en cours d'événements, on va dire. Et puis, ce qui apparaissait comme être une manœuvre, et finalement, on a du mal à identifier, mais qui a fait le coup d'État, pour quel intérêt? Parce que la conséquence, en tout cas, est claire. C'est Erdogan paraît avoir renoué avec la Russie, on va dire, et justement, paraît de plus en plus rompre avec l'OTAN. On a même parlé de virer la Turquie de l'OTAN, j'ai entendu dire ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est extraordinaire. Effectivement, comme tu le rappelais, déjà, c'est tout chaud, en fait, donc ça reste quand même assez difficile d'y voir clair. Oui, on n'a pas encore assez de recul, même aujourd'hui. Mais cependant, il y a quand même beaucoup d'analyses assez fines qui sont parues dans les médias alternatifs internationaux, notamment. Donc reprenons, alors effectivement il y a ce coup d'État en Turquie, donc je crois que c'était la nuit du 15 au 16. Du 15 au 16, je crois, c'est ça. Du 15 au 16, et donc on a Erdogan qui s'échappe de son hôtel où il était en vacances dans l'avion présidentiel, et qui se met donc à tourner dans l'espace aérien turc en attendant que ça se tasse. Il y a ce coup d'État, donc prise des médias de certains médias par les militaires, du Parlement qui était bombardé assez violemment. Ça a quand même fait pas mal de morts, en fin de compte. Oui, voilà, il y a eu pas mal de morts en plus. Et derrière, si tu veux, Erdogan, qui a à bord, je crois, de son avion, ou en tout cas à l'abri, en tout cas, a appelé son peuple à descendre dans la rue pour se confronter aux putschistes, en fait. Ils y vont, ils se jettent sous les tanks, enfin, t'as l'impression qu'ils jouissaient là, à ce moment-là, d'un soutien populaire énorme. Et en regardant, en fait, effectivement, il semble que quand même Erdogan, il est pas loin de la moitié de la population qui le soutienne, tu vois. Et en tout cas, apparemment, il jouirait quand même d'une assez forte popularité. Donc on peut se poser la question, comment il y a pu avoir une tentative d'insurrection ou de coup d'État, sachant que le chef d'État jouit d'une certaine popularité. On commence à se poser des questions. Finalement, le coup d'État est maîtrisé très très vite. Donc ça aussi, c'est intriguant, qu'ils aient même pas pu se tenir 24 heures, si tu veux, au pouvoir, entre guillemets. Et qu'ils aient réussi à boucler tout ça. Très vite, dans les heures qui suivent, une purge qui se lance. Donc des commissaires, alors les militaires, j'ai vu des procureurs, des juges, des magistrats, des enseignants, des professeurs suspendus. Je crois qu'au total, c'est pas loin de 50 000 personnes que ça touche, tout ça. C'est hallucinant, c'est énorme. Donc, alors là, de nouvelles questions. Alors, est-ce qu'il aurait pu organiser ça lui-même voilà, pour procéder à cette purge, asseoir un peu plus son autorité, etc. Un autre fait intéressant, c'est que depuis pas mal d'années, la presse internationale et française, enfin, le monde entier semble à l'unanimité décrier ce type-là, qui est Erdogan, le président,
si tu veux, il est un peu critiqué de tout le monde en fait, y compris même dans les médias alternatifs. Donc visiblement, tout le monde a l'air de détester Erdogan dans les médias internationaux, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'éloges d'Erdogan, si tu regardes bien dans la presse. Et donc on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de démonisation comme avec les autres, comme avec Poutine, comme avec le régime iranien, comme avec Kadhafi, et qui nous laisse présager peut-être qu'il y a une volonté derrière de l'éliminer. Et justement, moi, une des analyses les plus fines que j'ai pu voir, c'est une analyse, encore une fois, de Sibel Edmonds, qui, elle, dès le mois de décembre dernier, avait quasiment prophétisé, on pourrait dire, en tout cas annoncé clairement qu'il allait avoir une tentative d'élimination en fait, d'Erdogan via un coup d'État. Et la raison, en tout cas, qu'elle a avancée en décembre, une des raisons possibles en tout cas, c'était que, donc si tu veux, en 2011, quand démarre un peu tout ce qui se passe en Syrie, on avait du côté de l'OTAN et des États-Unis, alliés évidemment avec la Turquie, qui suivait, qui disait amen à tout aux États-Unis sans problème. Sûr, on avait en fait, on prévoyait que se débarrasser de Bachar al-Assad, ça allait être très rapide. Ça allait être une espèce d'attaque éclair comme avec les précédents, donc Kadhafi, Moubarak, l'Irak, puis les printemps arabes en fait, que ça allait être un remplacement du pouvoir en mode un peu printemps arabe, donc un peu éclair, très rapide. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, puisque visiblement, si tu veux, dans les cas des printemps arabes et même des plus violents, la Russie et la Chine se sont opposés, mais ils n'ont pas été très actifs. Ils sont quand même restés assez neutres en fait dans tout ça, alors que la Syrie, là pour le coup, c'est à coup de veto. Et si tu veux, ils sont venus sur le terrain pour le défendre en fait au final. Et on peut se dire que voilà, la Syrie, c'est peut-être une des dernières briques à faire tomber dans ce plan dont on parlait là de l'OTAN, ou en tout cas des États-Unis, qui a un plan global en fait. Oui, le nouveau, le grand Moyen-Orient, là, le fameux plan de Bush. Voilà, il y a ça, exactement. Et tu as aussi le fait que il y a un institut, un think tank que tu cites très souvent, je crois que c'est Stratcom. Stratfor. Stratfor. Qui parlait d'une crainte aussi de rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Tout à fait. Parce qu'il y aurait possibilité de finalement finaliser un plan stratégique qui serait une espèce de nouvelle route de la soie qui mènerait de Pékin à Berlin. Poutine le dénonce aussi. En passant par Moscou. Dans la vidéo, il en parle clairement. Il dit que finalement l'OTAN veut le couper de l'Europe. En fait, ils veulent absolument que la Russie soit coupée de l'Europe pour la freiner dans son développement et aussi maintenir son hégémonie sur l'Europe et pas qu'il y ait un autre partenaire un peu. Et du coup, la Syrie, c'est peut-être dans ce sens-là exactement, couper aussi la Russie de positions stratégiques, soit dans le Moyen-Orient, mais par extension dans le monde. Dans le monde, tout à fait. De simplement les asphyxier de toute façon. Et du coup, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et si tu veux, les États-Unis, à un moment, on a remarqué qu'ils se sont un peu désengagés de cette région-là, de cette zone-là, tu vois. On leur a reproché d'ailleurs. Et à ce moment-là, qui a un petit peu repris les rênes de toute cette opération un peu foireuse en Syrie, c'est tombé un peu dans les mains d'Erdogan, en fait. Donc si tu veux, ils se sont un peu désengagés de la zone. C'était au moment du début des événements en Ukraine. Donc si tu veux, ils sont allés se préoccuper un peu plus de l'Ukraine et se sont un peu désengagés du Moyen-Orient, laissant donc Erdogan et les petits clampins des États du Golfe tu vois, faire leur sauce. Parce que Erdogan, on l'accuse quand même, il est soupçonné, les Russes l'accusent ouvertement d'ailleurs, d'organiser le trafic de pétrole de l'État islamique via la Turquie. Ça, les Russes sont absolument... c'est allé loin. C'est allé très loin. Ils ont même présenté des photos satellites, on voit les convois de camions, etc. Enfin, ils ont ils ont dit on a les preuves. Et très franchement, à partir d'aujourd'hui, on peut se demander si ça va bien durer, ce truc-là. Si on pense effectivement que parce qu'on termine en fait, après s'être plutôt préoccupé de l'Ukraine, ils se sont réengagés au Moyen-Orient. Donc il y a eu un espace comme ça, si on fait attention aux médias depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un temps comme ça où il y a vraiment eu un désengagement des États-Unis du Moyen-Orient, et ça correspond à ce qui se passait en Ukraine.
et un retour, en fait. Et d'après Sibel Edmonds, encore une fois, Erdogan, en fait, au moment de ce retour des États-Unis sur le théâtre syrien, en fait, sur lequel il l'avait abandonné un petit peu, parce que si tu veux, si lui prévoyait que ça allait se faire rapidement, il tablait peut-être plutôt sur 100 000 réfugiés, 200 000 réfugiés. Au final, il y en a des centaines de milliers, des millions. Ouais. Il y a ça, il y a que ces relations avec d'autres États frontaliers se sont détériorées, avec l'Iran surtout. Donc il l'avait un peu mauvaise en fait au retour des États-Unis, d'après Sibel Edmonds. Et c'est ça en fait qui l'aurait poussé à demander des comptes un peu à l'OTAN et à les envoyer un peu promener. Et c'est marrant parce que Thierry Meyssan, lui, partageait tout à fait cette analyse ici même aussi. Il nous avait expliqué que Erdogan n'était plus dans les petits souliers, en tout cas des Américains, et qu'il ne cherchait que le moyen de s'en débarrasser. Et il nous disait ça déjà depuis un an, sur l'antenne, qu'il disait il cherche qu'à se débarrasser d'Erdogan. Donc effectivement... Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est préparé. Là, tout dernièrement, après le coup d'État, l'agence de presse iranienne Fars News, il me semble, relayait que, selon des sources diplomatiques russes et autres, et arabes, je crois, les Russes avaient prévenu Erdogan. J'ai lu cette information-là. Prévenu Erdogan. Et qu'il y aurait, paraît-il, certains commandos russes auprès d'Erdogan pour le protéger, c'est pas confirmé, c'est des spetsnaz là. C'est ça, il y a des sources. Alors vraiment. Et qu'il aurait prévenu du fameux, parce que sinon, il paraît-il qu'il y avait une équipe, en fait, un commando qui était en route pour venir arrêter Erdogan. Enfin, qui était en tout cas neutralisé. Voilà. Et finalement, il a été prévenu avant, c'est pour ça qu'il a pu partir. C'est ce que dit la nouvelle, c'est ça. Qu'il y avait une... Et c'est ce qui a fait foirer un peu le coup d'État, clairement. Enfin, en gros, c'est vrai que s'il l'avait attrapé, ça aurait été... C'est pas pareil. C'est réglé, tu coupes la tête. C'est ça, le coup d'État. Là, c'est un vrai coup d'État. Voilà, exactement. Mais là, effectivement, il l'avait pas, et semble-t-il, voilà, on dit que c'est les Russes qui auraient prévenu, que c'est pour ça qu'il s'est enfui. D'ailleurs, c'est très marrant, parce qu'au moment du coup d'État, tu as beaucoup d'officiels américains, donc de l'armée, du Pentagone, etc., qui postaient sur les réseaux sociaux, etc., que c'est un coup d'État d'amateur, qu'il fallait évidemment l'éliminer, ou qu'il aurait fallu l'éliminer. C'est des analyses, ils disaient pas, ils étaient interviewés par les Fox News et machin, mais qu'effectivement il aurait fallu l'éliminer, c'était réglé. En finir avec les services de renseignement, s'attaquer aux services de renseignement, etc. En tout cas, effectivement, c'est un coup d'État complètement foiré. Peut-être parce que effectivement, Erdogan avait été prévenu. C'est ça, parce que j'ai vu, alors aussi petite info, tu me confirmeras, il semble que l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis à Istanbul fermées quelques jours avant. C'était prévu, quoi. Exactement. Une fermeture un peu. Ça, c'est aussi très intriguant. C'est intriguant, que les Français, 3 jours avant, ferment jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, l'ambassade était fermée, l'ambassade des États-Unis aussi, visiblement. C'est quand même très très intriguant. Je veux dire, quelle raison réellement ils invoquaient des tensions aux frontières. Oui, voilà. Il y a eu aussi, alors surréaliste, un communiqué de l'armée turque qui indiquait, donc c'était quelques jours avant, parce qu'il y avait des rumeurs de coup d'État et qui disait « Nous n'allons pas faire de coup d'État ». J'ai trouvé ça extraordinaire, un communiqué de l'armée turque. C'est quand même extraordinaire, on n'a jamais vu ça. En précisant « Attention, on ne va pas faire de coup d'État et tout ». On vous a demandé, enfin, je trouve ça... c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments quand même autour de cette affaire. À ce moment-là, est-ce que ça contredirait ou pas l'idée que du coup Erdogan n'ait pu fomenter lui-même ce truc-là? Oui, c'est ça, je sais pas. Parce que la conséquence, c'est quand même qu'il s'est rapproché de la Russie, clairement. Oui. Il s'est excusé d'ailleurs pour l'avion 2 jours avant. Exactement. Et semble-t-il, les pilotes qui ont abattu l'avion ont été arrêtés. Et ça, c'est clairement destiné à faire passer un message ou... c'est de l'ordre un peu du symbolique ou de quelque chose. Parce que ça a été très relayé dans les médias turcs, etc. Oui, complètement. Ils ont été arrêtés, et puis là, tout d'un coup, c'est un peu comme si, finalement, il y avait un espèce d'état profond turc qui est un peu, qui s'est renversé Erdogan, quoi, en fait. C'est tout complètement, c'est possible. Et d'ailleurs, on va en parler, mais juste là-dessus, il y a une rencontre officielle, d'ailleurs, entre Erdogan et Poutine, qui est déjà annoncée pour le mois prochain, il me semble. Le mois prochain ou septembre. D'accord. Tu vois, donc normalisation, on va dire, des relations russo-turques qui étaient
au plus bas, hein, parce qu'ils avaient quasiment tout rompu. Les Turcs ne pouvaient plus se rendre en Russie, il n'y avait plus de business, il y avait embargo sur tout un tas de trucs, etc. Enfin, ils étaient très fâchés, les Russes, ils avaient dit, ils étaient très fâchés après une grosse tension après l'histoire de l'avion. Hein, on se demandait d'ailleurs, on n'était pas à deux doigts qu'ils interviennent militairement, mais bon, on n'est pas allé jusqu'à là, mais c'était très tendu. Et là, tout d'un coup, il y a eu, mais c'est le revirement total. Excuse, machin, je reviens, on est potes. Et puis carrément, maintenant, j'ai entendu même que, pareil, qu'en disant, ils vont sortir de l'OTAN. Enfin, l'OTAN en disant, on va mettre la Turquie dehors. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais là, c'est du changement d'alliance. Ils ont peut-être été, les Turcs, confrontés à une tentative de guerre hybride, là, façon un peu Ukraine, Soros, etc. Donc, parce que le type qui est accusé par Erdogan, son principal opposant, en fait, qui s'appelle Fethullah Gülen, qui est basé aux États-Unis. Erdogan, si tu veux, il l'a accusé à maintes reprises le soir du coup d'État, etc. Et il l'accuse systématiquement en soulignant à chaque fois qui est basé aux États-Unis, tu vois, comme si il voulait dans le sous-texte aussi accuser les États-Unis derrière. Il y a une demande d'extradition très officielle qui a été faite, qui pour le moment n'a pas eu de vraie réponse. Ce type-là, il est surveillé depuis très longtemps par le FBI aux États-Unis. C'est un radical en fait. Et donc il est propriétaire de beaucoup de fondations, enfin d'associations, etc. Donc il a une action très politique depuis les États-Unis. Et peut-être qu'il aurait pu effectivement mobiliser un réseau en Turquie, dans l'armée. Il y a eu beaucoup d'attentats en Turquie en plus récemment aussi. Ils ont quand même vécu un peu comme nous, une grande vague d'attentats successives qui a été assez impressionnante en Turquie. C'est peut-être intéressant à noter aussi ça. Effectivement, dans ce même esprit là de guerre hybride où pour faire monter les tensions dans le pays, on va créer tout ça. À mettre en lien ou pas avec la France, avec ce qui se passe en France depuis aussi quelques années, bon, faut voir, c'est autre chose. Et du coup, non, tout est possible, tout reste possible. Pour le moment, ce qui pour moi me paraît l'analyse la plus fine, c'est qu'il y avait donc cette volonté de dégager Erdogan parce qu'il il respectait plus vraiment le contrat en fait. Et si tu veux, peut-être qu'il a saturé aussi dans ce qui se passe avec la Syrie. Ça peut à lui aussi à rendre des comptes d'avoir participé à ce bazar. À ce bazar, ouais, là on me dit Daesh, est-ce que Daesh vend son pétrole à la Turquie? En fait, pour le moment, en tout cas, les Russes ont ramené la preuve qu'il y avait bien un trafic de pétrole et que de toute façon, je veux dire, Daesh, ils n'auraient pas d'autre possibilité que de le vendre par la Turquie. Je veux dire, c'est géographique. Je veux dire, ils ne peuvent pas le revendre par l'Iran. Enfin, c'est clair, mais c'est ça. Clair. C'est ça. Alors, ils ont peut-être au départ été très impliqués, si tu veux, très dociles avec l'OTAN. Et puis il y a eu peut-être ce moment où ils se sont sentis abandonnés. Et alors c'est très intéressant, il y a un autre élément aussi que nous on avait abordé ici dans la politique turque avec Thierry Messant, c'est la création de ce fameux État kurde. Et on sait que la Turquie est absolument opposée. La Turquie ne veut pas voir un État kurde, surtout pas, mais même quand bien même ce ne serait pas sur ses terres, ne veut pas avoir un État kurde à ses portes. Et donc du coup, est-ce que là aussi, ça aussi, parce que Thierry Messant, lui, il y a plusieurs mois déjà qu'il nous en parle, et qui avait dit que ça c'était une pomme de discorde absolue entre les États-Unis et la Turquie, et qui était agitée comme menace par les États-Unis pour faire chanter la Turquie, et que la Turquie était un peu prise entre deux pièges. C'est mon allié, mais en même temps, elle peut me faire un énorme coup de pute. Enfin, une espèce de situation comme ça. Et que Erdogan, justement, paraît-il, les Turcs vivaient très mal cette situation, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, en tout cas, qu'il y ait un État. D'ailleurs, on les avait vus intervenir en Irak. Ils étaient allés jusqu'à Mossoul, l'armée turque et tout. C'était assez saisissant. Donc, en fait, ils ne veulent pas entendre parler d'un État kurde. Et finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas dans la balance, dans ces relations? Je crois que c'est clairement à prendre en compte. Tous les efforts qui sont mis par les États-Unis dans l'influence justement des Kurdes, des communautés kurdes en tout cas dans la région, peuvent largement effrayer, il y a de quoi largement effrayer Erdogan en tout cas. Oui, le PKK, le fameux organisme kurde, qui, souvent l'utile justement, est
sous l'influence américaine. Alors c'est assez intéressant. C'est ça. C'est ce qui se dit en Turquie, hein, c'est ce que disent les Turcs. C'est ça, sauf qu'il est difficile après d'aller les critiquer, en tout cas eux, si tu veux, dans leur action, puisque visiblement ils ont l'air d'être quand même assez confrontés justement à Daesh, etc. là-bas, à être un peu en première ligne, en tout cas visiblement, contre l'État islamique. Ouais. Et donc il faut effectivement porter plutôt l'attention sur les manipulations qui sont faites au-dessus de leur tête, et notamment donc celle des États-Unis évidemment, qui se sert clairement d'eux pour avoir un levier clairement sur la Turquie. Parce que la Turquie est un pays depuis très longtemps d'ailleurs hautement stratégique pour on va dire le bouclier de l'OTAN. C'est un pivot la Turquie, hein, donc c'est bien que t'en parles. C'est bien que t'en parles parce que d'ailleurs il y a un fait aussi qui est quand même très important à noter, qui est passé dans la presse aussi. Ils ont d'ailleurs, donc c'est alors je vais retrouver le nom exact, je l'ai noté, c'est à Incirlik, la base militaire d'Incirlik, qui est une base de l'OTAN, ouais. Donc selon certains, qui est une des bases les plus protégées du monde, une des bases militaires de l'OTAN les plus protégées du monde, potentiellement plus que certaines même sur le sol américain, qui se trouve en Turquie, tu vois, base de l'OTAN, qui abriterait aussi potentiellement du matériel nucléaire, etc. Ouais. Et donc le soir, ou la journée ou le soir du coup d'État en Turquie, il y a 42 hélicoptères qui ont été volés de cette base. C'est quand même un fait aussi intriguant à souligner. 42 hélicoptères volés d'une des bases de l'OTAN les plus protégées du monde. Ça sent mauvais quand même cette affaire, tu vois. Et voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui... Parce que, en fait, on a plein d'éléments comme ça, on n'a pas de confirmation, mais on voit bien que, en tout cas, c'est pas si simple. Et puis, bon, il y a eu un storytelling médiatique, alors moi, qui m'a fait halluciner, parce que on est passé de plusieurs émotions, parce que Erdogan était passé d'un sauveur, et puis quand il a eu ces trucs avec la Russie, c'est devenu un méchant dictateur islamiste. Ouais. En fait, alors que c'était un grand démocrate soutenu par son peuple. Il faut d'ailleurs voir les médias. C'est vraiment que tu parles de ça. C'est vrai que, bon, là, le coup d'État en Turquie, alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'historique, mais en tout cas, d'ailleurs on se disait ça avec Steph, c'est que on a pu vivre, si tu veux, un coup d'État en direct, mais vraiment comme si on y était en fait. C'était ultra médiatisé, en tout cas sur les réseaux sociaux. Si tu veux, on a vécu minute par minute ce qui se déroulait avec des vidéos, tout un tas de documents, de témoignages, etc. sur place, etc. Et ce qu'on a vu, et qui est très intéressant, encore une fois, un autre petit fait marquant, c'est que tu as NBC, donc c'est un des plus grands groupes de médias américains, donc MSNBC, un des plus grands groupes de médias américains, qui a relayé l'info d'un de leurs journalistes, un cadre en tout cas de la chaîne, qui disait que selon une source du Pentagone, Erdogan, et ça c'est fou, chercherait l'asile en Allemagne. Donc, le moment où il tournait au-dessus dans l'espace aérien turc, tu as soi-disant ce militaire, ce cadre en tout cas du Pentagone, qui fait une confidence à un journaliste de NBC qui va relayer et qui plus tard va être reprise dans les médias sociaux à une vitesse phénoménale, comme quoi Erdogan chercherait l'asile. Donc en gros, qu'il abdiquerait en fait. Et c'est important de noter ce truc-là parce que ça s'est passé en plein milieu du coup d'État, à un moment où il y avait plutôt une tendance à penser que ça allait réussir puisque c'était les militaires seulement qui s'étaient adressés pour l'instant via si tu veux, une journaliste qui se faisait braquer, qui devait lire comme d'habitude, comme à chaque coup d'État. Et donc on avait une tendance à plutôt penser que c'était cuit. Et il y a cette news qui est balancée par le média MSNBC, qui est reprise après dans plusieurs médias. Depuis, ils ont un petit peu effacé, gommé leur publication, sans donner aucune explication et sans se rétracter, tu vois, officiellement. Et d'ailleurs, quand tu essayes d'aller leur demander pourquoi, tu n'as pas de réponse en fait. Et donc, c'est intéressant de noter pourquoi, à ce moment-là, on a lancé cette nouvelle selon laquelle Erdogan cherchait à se barrer. On peut imaginer que c'est une espèce d'opération psy-op, comme on dit, des opérations psychologiques qui visent à faire pencher l'idée, si tu veux, que ça y est, c'est réussi, et puis finalement faire perdre le moral à ceux qui souhaiteraient peut-être s'engager dans la résistance au putsch. Et ça émane d'un cadre du Pentagone, tu vois.
donc un cadre du Pentagone aurait finalement peut-être essayé de disséminer cette idée que c'était fake, que c'était machin. Erdogan cherche l'asile en Allemagne. Non mais pourquoi tu... Peut-être aussi balancer une info pour faire croire, parce que des fois ils font croire toujours des trucs pour faire croire qu'ils ont gagné, mais c'est juste par l'image, et en fait, en attendant que ça se joue sur le terrain, quoi. Tu balances une info énorme, et puis bon... Comme quoi, ça joue un rôle aussi fondamental de faire diffuser des informations comme ça au moment même des événements de ce type. Et ça fait partie, encore une fois, de ces nouvelles formes de guerre, là, on peut parler de guerre hybride. Je crois que c'est Dugin qui fait beaucoup référence à ça. Lui d'ailleurs qui donne une analyse de ce coup d'État en mettant absolument tout sur le compte du rapprochement avec la Russie qui n'aurait pas plu aux États-Unis. Mais quand on voit quand même les tensions qui existaient entre Russes et Turcs, personnellement, je n'ai pas encore vu vraiment de quoi on parle quand on parle des rapprochements entre Russie et Turquie qui se font depuis quelques temps. Là, je crois que c'était au summum des tensions. Au contraire. Depuis surtout l'affaire de l'avion, c'était on ne peut plus tendu entre les deux pays. Quoi. Il n'y avait pas de grand amour. Donc au final, on peut se dire que ce qui est le plus plausible pour l'instant, c'est qu'on ait voulu faire éliminer Erdogan, en tout cas dégager Erdogan, pour le remplacer avec quelqu'un de plus docile, comme à chaque fois, de toute façon, et que les Russes auraient vu une opportunité peut-être si tu veux, de faire s'accrocher à de faire changer d'alliance, quelque part. Exact. Et ils auraient un sens. Et quelque part, lui, Erdogan, il est en position là pour rompre avec les États-Unis, puisque d'où sa popularité, son truc, le machin. Finalement, c'est le meilleur moment. Il pourra peut-être le refaire avant, et finalement, il profite de cette occasion pour rompre avec les États-Unis. Mais c'est assez incroyable, quoi, parce que ça veut dire que si la Turquie sort de l'OTAN, l'OTAN perd quand même un de ses piliers majeurs dans sa stratégie, quoi. Voilà, d'où peut-être encore le fait qu'ils aient besoin d'avoir quelqu'un à sa tête qui soit contrôlable, manipulable. Et pas quelqu'un qui se rebiffe et qui bombe le torse. On va dire. Voilà. Et ben on arrive à la fin. Là, parce que là, la régie, on a dépassé, mais c'est bon, je crois, c'est bon, il est prêt. Voilà, ils sont prêts. Bon, et ben écoute, merci à l'assaut pour cette chronique. Et alors, allez sur Meta TV International. Voilà, c'est la nouvelle section, donc traduction, etc. Et on est toujours à la recherche de traducteurs. Donc, si vous voulez, vous nous contactez via le site, et voilà, comme ça vous allez entrer en contact avec Alasso, puis on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller, abonnez-vous, il y a un compte YouTube Meta TV International, je vais faire mon marketeur un peu plus passé, donc il y a un compte YouTube Meta TV International, il faut y aller, il y a un Twitter Meta TV, mais oui, il y a un Twitter, il y a des gens sur Twitter, d'ailleurs on en parlera après, et donc Twitter Meta TV, allez-y, et bien sûr Facebook, la page Facebook, et surtout, il faut s'inscrire sur le site. Il y en a plein sur lesquels ils me demandent comment on fait pour commenter. Il faut s'inscrire sur le site sur meta.tv. Vous allez vous inscrivez, vous ouvrez un compte et vous pouvez comme ça poser des questions. Voilà comment ça fonctionne. En tout cas, voilà. Et les gens te disent bonne interview et tout. Tu vois, ils sont contents. C'est pas les rageux du TS. Ça, c'est une petite que dalle, allez, je leur lance. Gratuit. Compte donné gratuit. Allez. C'est comme ça leur fera plaisir. En tout cas, on fait la pause et puis on revient juste après, toujours sur Meta TV, à vous la régie.